bien, écoutez, je vous propose de passer au plus passionnant, c'est-à-dire la table ronde, avec nos dirigeants. Messieurs, bonsoir. Commençons par un tour de table. Je ne sais pas qui veut prendre le micro le premier. Bernard Streit. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, mon nom est Bernard Streit, je préside d'une entreprise qui s'appelle Delfingen, qui travaille dans le domaine de l'automobile. On est implanté dans 21 pays, on fait 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait 52% de notre chiffre d'affaires en zone Amérique, on en fait une partie en Asie. Et j'ai souhaité venir ce soir, parce qu'on est rentré en bourse en 96, venir ce soir témoigner que notre introduction en bourse a été un élément déterminant dans la réussite et la progression de notre groupe. Et essayer de convaincre chaque entrepreneur qui est là que ce n'est pas si compliqué de faire ça parce que j'ai réussi à le faire. Donc Jean-Philippe Girard, tout à l'heure vous avez vu le président de la place financière. Après ma première vie, mon pilier c'est Eurogerm, donc une société que j'ai créée en 89. J'ai décidé en 2007 effectivement d'entrer en bourse, une introduction en bourse. Cette société fait aujourd'hui plus de 60% à l'exportation, donc je crois qu'on se retrouve assez bien dans les objectifs de société cotée. Nous sommes dans les ingrédients alimentaires, tout ce qui est vitamines, protéines, oligo-éléments, secteur de la panification, du bien-être, de la santé. Voilà, et, on parlera de nos chiffres tout à l'heure, mais voilà, on parlera également des bienfaits de mon introduction en bourse. Bonsoir, Eric Rennes, moi je suis le cofondateur d'Aventiva, une société biotech. Donc, je ne vous parlerai pas de chiffre d'affaires, mais surtout de projets en clinique. Donc on est une société avec des produits, des futurs médicaments qui sont actuellement en développement. Et pour financer ces médicaments, on est rentré en bourse sur Euronext en février 2017. Donc, moi, je suis Philippe Gênes, donc je suis fondateur d'une société qui s'appelle Oncodesign, que j'ai créée en 1995. On est rentré en bourse en 2014. On a fait un long bout de chemin. On a une stratégie pour aboutir sur le développement de nouvelles thérapies, sur des traitements où il n'y a pas vraiment de solution, en oncologie ou ailleurs. On investit pratiquement la moitié de nos revenus. On a des revenus. Petite différence avec gérer les biotech standards. On a un business model qui nous permet de générer un chiffre d'affaires au travers de la mise à disposition sous forme de services de nos technologies. Il nous a fallu des technologies pour aboutir sur nos découvertes. Et puis de l'autre côté, on a aussi des revenus parce qu'on a fait une acquisition. On a une croissance d'abord organique puis externe. On est maintenant sur 2 continents, États-Unis, enfin Canada, Amérique du Nord et France. On a 2 sites importants en France. Et quand on investit beaucoup d'argent, il faut avoir aussi la capacité d'accélérer sur certains projets. La difficulté d'avoir des business models hybrides, c'est qu'on a deux activités qui ne se gèrent pas de la même manière. Et si on veut effectivement accélérer des projets de développement, la bourse est une bonne solution. Il faut savoir troquer sa liberté au bon moment. C'est un peu comme ça que je le vois en tant qu'entrepreneur scientifique. Voilà. Justement, je vous propose de garder le micro, Philippe. Vous êtes à la tête d'une entreprise innovante dans le secteur de la santé, de la même manière que Frédéric. Ce qui veut dire que, par nature, c'est des sociétés qui, éventuellement, ne gagnent pas d'argent, pour ne pas dire en perdent pendant des années. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel modèle, en fait, et quand est-ce que vous êtes venu en bourse et pourquoi ? Alors, ce sont des entreprises avant tout. C'est-à-dire qu'en gros, on diffère la rentrée d'argent, on fait une création de valeur. Mais si on veut simplifier un petit peu le monde des biotech, et depuis toujours, on a effectivement à un moment donné cession de technologie ou cession d'entreprise, ce qui amène la création de valeur et l'arrivée d'argent. Le tout étant de tenir effectivement à un rythme appréciable, parce qu'il y a une grosse compétition dans ces domaines-là. Et je dirais que pour nous, c'était au moment en avril 2014, on venait d'acquérir une technologie. Enfin, on avait déjà travaillé sur une technologie qu'on avait acquis d'un laboratoire pharmaceutique qui nous avait permis de générer, on va dire, des molécules relativement immatures. Et il fallait faire progresser ces molécules en direction de molécules plus matures, en direction d'un pipe mieux organisé, on va dire. Et là, il nous a fallu effectivement commencer. Alors donc, on a levé 12 millions d'euros et on refera appel au marché pour accélérer les développements
post-drug discovery, post-phase préclinique, pour arriver vers la clinique également. Donc, question, je ne sais pas si j'ai tout couvert, mais voilà à peu près la situation. Nous, c'est un peu pareil, un peu différent. Nous, on est rentré en bourse parce qu'en fait, on avait des molécules qu'on devait financer, qui étaient en clinique, donc des investissements assez importants. Et on avait besoin de lever 50 millions d'euros. Donc, on avait le choix soit de faire un tour privé, c'est d'aller voir des investisseurs privés. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'était pas maître au fait de la valorisation de la société et qu'on allait se mettre dans une seringue et notre pouvoir de négociation allait vraiment être très faible. Et donc, on a fait le choix de rentrer en bourse directement parce qu'on avait accès à un marché et à des investisseurs qualifiés, reconnus, et à des valorisations qui étaient plus intéressantes. C'est pour ça qu'on a réussi à lever 50 millions d'euros. Et ça nous a également permis, par la suite, on a refait appel au marché, mais j'en parlerai après. Et donc, c'était, si on regarde depuis 1 an et demi qu'on est en bourse, c'était vraiment le bon choix, parce que ça a permis de valoriser la société, la valeur de la société et de financer toutes nos études cliniques. Alors, Jean-Philippe, Bernard, là on vient parler beaucoup de financement et de besoins financiers qui ont été les grands leviers, on va dire, de déclenchement de cette introduction en bourse. De votre côté, vous représentez plutôt des PME familiales qui étaient rentables, voire fortement rentables quand elles se sont introduites sur les marchés. Pouvez-vous nous dire, puisque ça fait souvent peur aux dirigeants d'ouvrir son capital, pourquoi vous avez fait ce saut-là ? Ça a été un moment très important. Introduction 2007, je crois qu'on a commencé à y réfléchir en 2005. C'est de se dire, voilà, la croissance de Roger, on faisait presque 37 millions d'euros de chiffre d'affaires, rentable, donc ce n'était pas un souci, quelque part, ce n'était pas un souci cash. Mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on veut évoluer demain, comment est-ce que l'on veut à la fois garder le contrôle et quelque part assurer son développement, son ambition. Et on a commencé à écrire un peu une ambition, ce que j'ai baptisé, c'était dans ce moment-là, en 2007, Cap 2009, et de se dire qu'est-ce qu'on voudrait être en 2009. C'est intéressant de se projeter à 5 ans et de se dire qu'est-ce qu'on veut être à l'international, qu'est-ce qu'on veut être en termes d'innovation, en termes de positionnement d'entreprise. Puis après, ça a été un travail d'équipe qui nous a permis de dire combien d'argent il nous faut pour cette ambition, quels moyens. Et on avait estimé les moyens entre 10 et 12 millions pour une boîte qui fait 37. Bon, c'est une décision pas facile à prendre. Là, c'est sur le patron, ce que j'appelle le risque. Celui qui devra assumer le risque, c'est celui qui le prend, qui va signer en bas de la feuille. Je me suis dit, tiens. Puis j'ai un ami qui me dit, écoute, tu devrais quand même regarder la bourse. Bon. Et en fait, il y a un élément qui a été assez déclencheur dans ma décision, c'est que à chaque fois qu'on allait à l'international, on était petit dans un marché immense. Et nos grands concurrents, qui pesaient plusieurs centaines de millions, voire des milliards, disaient, ouais, c'est une petite boîte française. Ils ne sont pas mauvais, mais est-ce qu'ils pourront assurer derrière la continuité, si c'est aux États-Unis, si c'est en Chine, si c'est donc... Ça commençait à me fatiguer un peu d'entendre ça, c'était les retours de mes équipes, quoi. Donc, et on a dit, tiens, il faut qu'on continue cette réflexion. Et donc je me disais, par contre, on est comme tout chef d'entreprise, quand on ouvre son capital, quelque part, il y a une certaine crainte. Vous le disiez, pour vous, ce n'est pas encore le cas, mais vous allez voir que c'est l'entreprise familiale, je pense que Bernard l'exposera. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux garder le contrôle de mon entreprise et en même temps m'ouvrir au marché. Ça, la question était vraiment... Et puis, à un moment donné, il ne faut pas arbitrer dans ces cas-là. C'est l'avenir de l'entreprise qui est important. Donc, la décision, oui, on va en bourse. Ça va accélérer notre développement international. Ça va accélérer nos programmes d'innovation. Ça va nous permettre d'investir à Saint-Apollinaire, par exemple. On a investi plus de 2000 mètres carrés et plus de 500 mètres de laboratoire innovation. Voilà, ça nous a permis d'aller... On a levé 17 millions et pas 12. Donc c'était assez extraordinaire. En plus, juste avant la crise, en 2007. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2007. On était la dernière intro avant Outre-mer Télécom. Donc l'état d'énervement des marchés, je ne vous le dis pas. Mais voilà, on a continué, on a cru au projet, on a présenté un projet. Et je vous assure, on faisait 37 millions, on en fait 110. Donc on fait 3 fois, vous voyez, 10 ans après. On a fait 3 fois, effectivement, on a triplé le chiffre d'affaires. Toujours dans des ratios historiques de rentabilité, donc pas au détriment de la rentabilité. Et puis, on s'est vraiment positionné sur le marché international comme une société listed. Donc, quand on a une JV avec Nissin au Japon qui sont cotés en bourse. Et je pense que si on ne l'avait pas été, on n'aurait jamais été dans cette JV. On a une cotée avec Seaboard États-Unis en Afrique du Sud. Je pense que pareil, si on n'avait pas été coté, non. Donc voilà, donc c'est de concilier l'avenir familial
hein, je garde le contrôle, et peut-être demain, si mes enfants sont aptes à le faire, ils prendront la suite. Mais aussi de dire, voilà, il faut assurer aussi l'avenir et l'ambition de l'entreprise. Et voilà, il faut essayer de trouver cet équilibre qui est assez fragile. Hein, mais aujourd'hui, je crois que les chiffres le prouvent. Je pense que la bourse nous a permis d'accélérer le développement de l'entreprise. Bernard, je crois que vous êtes le représentant de la deuxième génération. Je crois que la troisième génération est déjà à la tête de l'entreprise à vos côtés. Oui, l'entreprise a été créée par mon père en 1954. Ils étaient des paysans pour donner du travail à sa sœur qui avait eu la poliomyélite. Puis moi, je suis survenu dans l'entreprise familiale parce que mon frère était handicapé et il n'a jamais pu apprendre à lire et à écrire. Donc on a été une entreprise artisanale dans la maison d'habitation. Et j'ai compris assez vite qu'il ne fallait pas mesurer la performance d'une entreprise et sa pérennité à son chiffre d'affaires. Et là, je m'adresse aux chefs d'entreprise qui sont là pour témoigner simplement. Ne vous obnubilez pas sur le chiffre d'affaires, regardez votre part de marché. C'est ça qui apporte la pérennité. Et quand vous êtes dans l'automobile, il nous fallait impérativement prendre une part de marché significative, d'abord en Europe, puis en Amérique, et puis en Asie, pour devenir quasiment incontournable. Eh bien, quand vous comptez vos gens, vous apercevez que l'entreprise ne peut croître qu'à la vitesse où elle dégage du cash. Donc, si vous voulez prendre des parts dominantes, il faut faire des acquisitions, et vous ne dégagez jamais suffisamment de cash pour faire ces acquisitions. Donc, il vous faut ouvrir le capital. C'est un constat. Et moi, je dis souvent, quand on n'attrape pas la confiture parce qu'on est trop petit, il faut prendre un escabeau. Après, comment on gère l'escabeau, ça c'est autre chose. Quand on est assez grand pour prendre la confiture tout seul, on s'arrange pour rendre l'escabeau. Mais il faut s'en servir continuellement. Et nous, donc en 84, nous sommes des artisans, on fait rentrer Centrest à 30%, puis on rachète la part de Centrest, et puis je fais rentrer de nouveau Centrest plus tard à 10%, et puis après arrive le moment de rentrer en bourse. Alors là aussi, un témoignage pour les chefs d'entreprise. Effectivement, quand vous avez cette ambition-là, que vous êtes une entreprise, vous avez démarré dans la maison d'habitation, vous avez passé vos nuits et vos temps à rouler sur la route, à aller voir vos clients, à réparer vos machines, à acheter des machines à la poubelle des riches parce que vous n'aviez pas de sous pour les acheter, vous n'avez pas un sou dans votre famille. Alors moi, je suis rentré en bourse et j'ai vendu. Parce qu'il faut que le capitaine se trouve rassuré dans un challenge aussi fort que ça. Moi, j'avais des enfants qui étaient en bas âge et je me suis dit, si je vends, j'ai un peu d'argent. Parce que c'était facile avant, je suis rentré en bourse, j'ai dit je vends 10% des titres, j'ai vendu 10%, j'ai placé cet argent-là et j'ai dit à tout le monde à la place financière à Paris, j'ai fait l'acrobate sur le fil jusqu'à aujourd'hui sans filet, maintenant je vais vous faire un triple saut périlleux sur le fil parce que maintenant j'ai un filet et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà pourquoi je suis rentré en bourse. Et après on a levé des fonds dessus. Bon, c'est un bon premier témoignage qui me fait une transition idéale pour parler des apports de la bourse. Donc Jean-Philippe, au-delà du financement que vous avez évoqué, et vous avez commencé à nous évoquer quelques pistes, qu'est-ce qui a apporté la cotation à votre groupe ? Alors on a une période, c'est dans une croissance rapide. On a toujours des périodes, on a l'impression que c'est un parcours, vous savez, qui est fantastique, mais à l'intérieur, je vous avoue, il y a un peu de pression, il y a des échecs, il y a des réussites. Heureusement, les réussites l'emportent largement sur les échecs, mais quand même, les échecs nous permettent de rebondir. Parce qu'à un moment donné, on avait commencé à développer le marché africain. Puis je ne vais rien vous révéler de secret, mais la comptabilité africaine, elle n'est pas exactement aussi précise que la comptabilité française. Hein, Et quand le commissaire aux comptes arrivait dans nos comptes, il disait, dis donc, là au Sénégal, alors... Tu as des stocks, là, il y a un conteneur qui était encore entre la France et... Ah oui, d'accord. Donc c'était un peu pénible. En plus, dans mon modèle, j'ai un modèle associé. J'ai 12 filiales dans le monde et mes associés sont des locaux. Ils sont minoritaires, mais ce sont des locaux. Donc des gens qui connaissent leur terrain, leur marché, mais qui sont aussi des gens ambitieux, qui ont envie de réussir, hein, qui ont envie de progresser. Donc c'est compliqué de dire à quelqu'un, on va développer un projet ensemble, puis après, de venir lui taper sur les doigts quand la comptabilité est mal faite. Là, je vous assure, la bourse résout tout. Parce que quand il faut faire la conso semestrielle, il y a une date de butoir. Et puis, c'est pas des stocks, le bateau, le conteneur qui n'était pas encore arrivé dans l'entrepôt. Là, ça peut passer une fois, mais ça passe pas deux. Donc, ça nous a permis vraiment d'organiser Eurogerm. Et je dis toujours, ça nous a permis sur un plan financier, sur un plan comptabilité, sur un plan gestion, organisation. Ça nous a vraiment donné à la fois de la transparence. Ça nous a permis aussi, alors dans la deuxième phase,
c'est de rendre également toutes les forces de vente et les forces filiales plus ambitieuses. Hein, puisque quand vous dites à l'équipe, écoute, si tu as besoin de 5 millions pour faire une acquisition, hein, si je vous dis ça demain, tiens, tu as 5 à 10 millions pour aller chercher une entreprise, pas. Si je vous dis, bon, ça va être un peu compliqué, quand il a trouvé l'entreprise, ça va être un peu compliqué de la financer, c'est très différent. Donc ça apporte vraiment cette visibilité, cette organisation. On parlait de gouvernance tout à l'heure, hein. On parlera un petit peu du conseil d'administration, mais c'est un peu ça aussi. Donc voilà, tout ça, c'est un apport fort de la bourse. Et puis, comme je le disais, on est petit dans un marché immense, un marché qui ne nous attend pas, un marché qui est déjà organisé. Et face à des grands clients, face à des grands fournisseurs même, face à des concurrents, vous existez. Quelque part, vous existez par la bourse, mais vous existez. Alors, c'est vrai qu'on existe des fois trop, hein, puisque j'ai quelques-uns de mes concurrents qui me disent, dis donc, tes résultats du Sénégal ne sont pas mauvais, parce qu'eux, ils vont sur investisseurs et puis ils vont dans les résultats des filiales. Donc, ça aussi, ce handicap, c'est que ça donne beaucoup d'informations à la concurrence, mais quand on a un temps d'avance, vous savez, on garde ce temps d'avance. Hein, donc, non, ça nous a apporté beaucoup. Et puis même l'équipe, la fierté de l'équipe, sans être trop long, mais ce que j'avais décidé à l'intro, c'est que chaque salarié aurait déjà une action par année d'ancienneté, que les cadres auraient effectivement quelques poignées d'actions, et les cadres stratégiques en auraient beaucoup plus. Donc ça donne à l'entreprise, non seulement c'est la structure, mais en fait, quelque part, ça crée une dynamique, hein, à la fois de performance, et puis derrière de récompense. Hein. Je dis toujours, c'est un peu l'EP de Rogerme, c'est exigence, performance, mais aussi récompense. Et là, on peut récompenser. Et je trouve que c'est aussi un outil intéressant pour cela. Merci. Philippe, et j'étendrai cette question aussi à Frédéric. Vous créez des nouvelles molécules médicamenteuses, ça coûte très cher, c'est très long, et entre guillemets, vous intervenez dans un panorama avec des sociétés, des monstres, hein, des big pharma, comme on les appelle. Qu'est-ce que vous apporte, soit comme contrepoids, soit comme capacité d'alliance et mise en lumière, on va dire, cette cotation aujourd'hui sur ces marchés? Oui, effectivement, moi, je reprendrai beaucoup d'éléments qui viennent d'être dits. Hein. Je crois que la visibilité, la structuration, la possibilité d'accélérer, le fait de pouvoir disposer au niveau financier de solutions, ça a été abordé, je dirais, à ma droite, c'est quelque chose d'important. Quand on discute avec une pharma pour un projet, c'est toujours une partie de bras de fer. Alors on a des petits biceps quand on n'a pas les moyens, effectivement, de ses ambitions. C'est-à-dire qu'on sait dans notre domaine qu'un projet, plus on va le porter tard, plus le point, on va dire, de création de valeur sera intéressant. Tard, c'est les premières phases cliniques. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est là où on crée le maximum de valeur. Si vous n'avez pas les moyens d'arriver jusque-là, il faut faire des partenariats en amont. Donc partager le risque plutôt avec des partenaires pharma. Et donc ce qui intéresse là, à ce niveau-là, c'est de partager le risque, mais de ne pas partager la valeur créée, éventuellement, de ne pas financer non plus tout ce qu'il faudrait faire pour avancer. Donc le fait de pouvoir avoir ces alternatives-là, c'est quelque chose d'important. Ça vous donne un peu plus de potentiel dans les discussions. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quand on l'abordera sans doute après, quand on est sur des marchés qui sont des marchés relativement neufs, comme ceux sur lesquels on est, c'est Euronext Growth, mais c'est quand même la partie biotech, medtech, c'est 90 entreprises, c'est des marchés qui sont peu matures, très sincèrement. Alors peu matures à tous les niveaux, c'est-à-dire que derrière, la contrepartie, c'est qu'on a on a un marché peu éduqué. D'accord ? Donc beaucoup d'investisseurs généralistes et c'est peu de spécialistes. Beaucoup de généralistes en France. On est coté ici, donc la Valo elle est créée en France. Et donc, en termes de valorisation, c'est important la valorisation, parce que c'est aussi la manière dont vous faites grandir votre capital, quelque part. Et si vous faites rentrer des investisseurs, plus vous êtes avec un capital élevé, moins ça vous coûte finalement en liberté. Donc, de ce côté-là, on n'est pas toujours... il y a des périodes difficiles. En tout cas, pour ce type d'entreprise, je pense. Voilà. Donc ça nous a apporté, je pense, dans la structuration, dans la visibilité. Ça nous permet d'accélérer quand on a des projets, on va dire, très ambitieux. Développer un médicament, c'est très, très, très difficile. Il ne faut pas se tromper. Ça demande du temps. C'est un peu le contraire du marché boursier qui veut toujours aller vite. Donc il faut constamment... Moi, je pense que c'est vraiment l'endroit où on apprend à gérer les attentes. Alors les attentes des clients, des partenaires, des salariés et du marché boursier. Et tout ça, ce n'est pas le même timing. Donc ça nous a apporté quelque part un recul par rapport à ça. Quand on arrive en bourse, moi j'ai
Je n'avais pas d'expérience boursière, hein, j'ai un parcours scientifique, et donc j'ai acquis toute cette connaissance, on va dire, au contact finalement du milieu des finances. C'est un nouveau métier. Et c'est un nouveau métier. Voilà, ça m'a apporté entre guillemets un nouveau métier. Ça m'a pas enlevé l'ancien. Ça c'est bien. Frédéric? C'est un peu le problème de passer en quatrième, je risque de répéter. Je peux vous lancer sur un deuxième sujet, parce que vous avez le bénéfice d'être à nouveau le petit dernier de la troupe, puisque vous êtes la dernière société de la région à s'être introduite en bourse, et que vous avez la particularité, alors que ça fait 18 mois même pas que vous êtes venu, d'avoir, je crois, déjà fait une deuxième opération. Ouais. Plus importante même que l'introduction. Non, pas plus importante, parce qu'on a relevé 30 millions d'euros. Donc avec 2 appels, on a levé 85 millions d'euros, donc c'est énorme. Et effectivement, c'est un autre avantage d'être déjà en bourse. Si je regarde le travail qu'on a fait pour l'entrée en bourse, c'était dantesque. En roadshow, on a vu environ 130 investisseurs. Donc, les 130 personnes que l'on voit, on raconte sa sauce à chaque fois, on enchaîne une demi-heure par demi-heure, quoi. Dans 6 ou 7 pays, plus les États-Unis, donc c'est assez dantesque. Et si on compare avec une levée ensuite privée, ça a été fait en 10 jours, on a relevé 35 millions et c'était beaucoup plus simple. Donc ça, c'est l'autre avantage de la bourse, c'est de pouvoir faire appel au marché. Alors il faut qu'il soit là, il faut que votre histoire soit crédible, il faut avoir des nouvelles, il faut avoir des actionnaires qui vous suivent. Mais c'est vraiment, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, c'est vraiment un gros avantage pour pouvoir faire croître son entreprise. Merci. Et dernier point, c'est vrai qu'on est en Europe. Je le dis maintenant, sinon tu vas le dire toi. Mais on a quand même accès à des investisseurs étrangers. Donc moi, je vois que dans la dernière levée, on avait 50% d'investisseurs qui sont américains. Ils se sont rendus compte que la science en Europe, elle est très bonne. Surtout, elle est très bonne à Dijon. C'est incroyable. Hein. Donc on a vraiment 2 pôles de compétitivité très forts, entre Oncodesign et Inventiva. Pas plutôt Inventiva en premier, Oncodesign, c'est pas grave, mais on est là. Non, on est très fort et on a attiré des Américains. Maintenant, on commence à avoir des Chinois. Vraiment, on arrive à s'ouvrir vers l'étranger et c'est vraiment un des avantages d'être coté. Très bien. Entre autres avantages, puisque en préparant cette table ronde, plusieurs d'entre vous nous ont évoqué le sujet, c'est la capacité à attirer des équipes et à les conserver. Je ne sais pas si vous avez un mot à nous dire là-dessus, sur les outils que vous avez mis en place ou sur la visibilité que peut vous donner la cotation. Je voudrais témoigner aussi par rapport aux avantages d'être en bourse et témoigner aussi pour les chefs d'entreprise qui sont là. Si vous voulez, moi j'entretiens de bonnes relations avec mes banquiers depuis des années. Mais comme vous, je suis sûr que plusieurs nuits, vous avez eu envie d'étrangler un de vos banquiers. Donc quand vous rentrez en bourse, vous avez la possibilité d'avoir une alternative dans votre façon de vous financer. Et donc quand vous êtes en face de votre banquier, il ne voit pas la matraque dans le dos. Mais quelquefois, quand ça vient un peu dur, vous sortez le bout de la matraque qui s'appelle la bourse. Et on arrive plus facilement à trouver un terrain d'entente pour se gaver de dettes. Voilà, un bon exercice. Merci à la Caisse d'épargne et à la Banque Populaire de nous accueillir ce soir. Je remercie les banquiers qui nous accueillent ce soir. S'il y a des chefs d'entreprise ici, ils peuvent le dire. C'est impossible de trouver un chef d'entreprise qui n'a pas eu l'envie d'étrangler son banquier un jour. C'est pas possible. C'est impossible. Donc ça vous marque un homme quand vous êtes un entrepreneur. Je ne parle pas d'un banquier, des entrepreneurs. Ça vous marque. Vous dites, punaise, si je peux trouver une alternative à ça, je vais la tenir et je vais m'en servir. Voilà, c'est ça qui est important. Vous n'êtes peut-être pas entrepreneur, mais si vous êtes entrepreneur, vous avez eu envie d'étrangler un banquier. Ça, c'est sûr. J'ai travaillé avec eux, je vois de quoi vous parlez. Jean-Philippe, est-ce que vous voulez nous parler un peu de recrutement et d'actionnariat salarié éventuellement? J'étais en train de réfléchir. Combien de fois ça m'est arrivé? Non, jamais. Bernard. Oui, peut-être un élément important. Je dis souvent, et je pourrais surprendre ici dans la salle, je dis souvent que chez nous, le capital humain est devant le capital financier. Voilà. Donc on met toujours le capital humain, capital financier, capital image, capital innovation. La bourse permet aussi une chose, c'est qu'effectivement, vous êtes visible.
hein. Vous êtes visible en France, vous êtes visible en Europe, vous êtes visible dans le monde. Et à partir de cette visibilité, il faut la travailler, hein. Bien sûr, on parle beaucoup de communication financière, communication externe. Mais l'erreur, ce ne serait pas de penser à la communication interne. Hein, je dis toujours, je veux qu'on fasse une qualité de communication à l'identique à l'interne, à l'externe. Si on fait un document en couleur pour l'externe, on fait un document en couleur pour l'interne. Pour nos collaborateurs, pour nos cadres, pour nos salariés, ils ont droit au même respect. Alors il y a deux choses de la bourse. Il y a effectivement les talents internes. Hein, c'est de demander à chaque patron d'unité, ce que je fais régulièrement, est-ce que dans ton équipe, tu en as une ou un qui pointe la tête, hein, qui est même formation que les autres, mais qui s'engage un peu plus, qui fait un peu plus, qui donne un peu plus. Et ça nous aide. Hein, ça nous aide. Alors la bourse est un élément, mais entre autres, dans une société, c'est assez rassurant, une société cotée en bourse. Pour eux, il y a un avenir. Hein, quelque part aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, est-ce que l'année prochaine, l'entreprise existera encore, hein, attention, Bernard a raison d'insister pour les entrepreneurs et dans la salle, parce que c'est ça leur jeu. C'est-à-dire, est-ce que j'existerai dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? Et la bourse apporte quelque part cette visibilité, puisqu'elle apporte une ambition. Et demain, c'est coïncidence, mais demain, je réunis tous mes cadres stratégiques, on sera 15 pendant toute la soirée pour s'inscrire dans Ambition 2022. Et chacun va participer à cette ambition. Mais c'est à la fois bon parce qu'on va déjà se projeter en 2022. Donc on sait qu'il aura déjà un travail en 2022. Et puis leurs collaborateurs vont dire, dis donc, là, il y a une vraie ambition, il y a un vrai projet dans l'entreprise. Et puis les talents extérieurs. Alors je disais toujours, avec une pointe d'humour, en 89, je n'avais pas de rond, hein, donc je ne pouvais pas exposer dans les grands salons. Donc je faisais les allées. Quand tu n'as pas de rond, tu fais les allées. Puis je regardais comment on m'accueillait, comment les commerciaux m'accueillaient. J'en ai 5 aujourd'hui qui sont 3 dans des filiales à l'étranger et 2 collaborateurs cadres stratégiques. Et j'ai chopé dans les allées. Ils étaient bons. Donc je leur ai dit, venez voir, là, vous êtes bien dans ce grand groupe, là vous êtes bien... Et quelque part, on les a intégrés. Pourquoi? Et je pense que si on n'avait pas été coté en bourse, parce qu'ils sont allés voir qui était Euroger. Ils sont allés voir comment ça se passait, quelle était cette boîte, est-ce que je prends un risque? Je suis à Paris, je viens à Dijon. Qu'est-ce qui se passe pour mon épouse? Qu'est-ce qui se passe pour mon conjoint? Donc c'est toutes ces questions que nous apporte la bourse. Et puis, il n'y a pas de secret, l'attractivité. On parle beaucoup d'attractivité territoriale, mais l'attractivité pour le capital humain elle est importante. Il faut rendre votre entreprise attractive. Il faut rendre votre entreprise attractive. Quels que soient les gens, pas simplement pour les clients, pour les collaborateurs, pour vos banquiers, pour ne pas avoir les étranglés. Non mais franchement, il faut leur vendre la boîte. Il faut leur vendre la boîte. Non, ce que je veux dire, c'est que, ouais, pensez capital humain, pensez talent. Moi, je dis toujours, il faut être un détecteur de talent dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. J'en vois un qui était pas mal sur le salon. J'en vois un, par exemple, tiens, dans une intervention comme ça. Tiens, Stéphane peut en témoigner. On a fait une opération il y a 2 ans. On a détecté 15 talents en un samedi matin. C'est extraordinaire. 15 jeunes qui ont bougé tout de suite, qui ont dit, tiens, moi j'ai un projet, j'aimerais vous en parler, j'aimerais échanger avec vous. Eh bien, il y en a 2 qui sont partis, ça y est, qui sont dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale. Donc voilà, il ne faut pas négliger l'attractivité de l'entreprise. Communiquez votre entreprise, si je dois me permettre. Hein, pas seulement à vos clients, mais communiquez-la à vos fournisseurs, à votre environnement, à vos banquiers, à tout le monde, à tout votre écosystème, c'est important. Je vais rajouter un petit mot. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous rentrez en bourse, vous avez une transparence des chiffres. Alors, vous savez, on est en France et on n'aime pas trop ceux qui... Il y a une devise japonaise qui dit « le clou qui dépasse de la planche attire le marteau ». Donc, si vous voulez, il faut bien intégrer ce genre de choses avant d'aller en bourse. Et nous, dès 84, bien avant d'aller en bourse, puisqu'on allait en 96, j'ai défini la façon de répartir le résultat avec mes collaborateurs. Donc 20% du résultat net consolidé du groupe est encore aujourd'hui distribué à l'ensemble des collaborateurs au prorata de leur salaire, 20% aux actionnaires et 1% à une fondation qu'on a mis en place pour aider les enfants de nos collaborateurs dans les pays les plus défavorisés. Et ça nous a amené, dès 84, à avoir une transparence et d'engager un gros programme de formation pour lutter contre cette inculture économique que l'ensemble de nos collaborateurs avaient. Après de ça, si vous faites cette démarche-là, vous pouvez aller en bourse sans créer de remous dans votre entreprise. Parce que ça sera pour la première fois qu'une grande partie de vos collaborateurs, dans les ateliers, dans les services, dans les bureaux, vont percevoir le résultat que fait l'entreprise. Et si vous ne l'avez pas fait avant, ça va être catastrophique. Si vous le faites avec intelligence, en formant le personnel,
alors, et en expliquant votre façon de répartir le résultat, alors vous pouvez penser que vous aurez une certaine paix sociale et une tranquillité. Merci. On a pas mal parlé des apports de la bourse et des marchés financiers. Je vous propose qu'on échange rapidement sur qu'est-ce qui change dans la vie d'un dirigeant de société cotée par rapport à la vie d'un dirigeant de société non cotée, puis qu'on revienne aussi assez succinctement sur le processus d'introduction qui fait peur parfois par son intensité. Comme à nouveau, il est assez frais dans votre esprit, Frédéric, je vous propose de nous en toucher quelques mots sur la manière dont vous avez vécu ce processus. Est-ce qu'il est vraiment si compliqué ? Alors, le processus d'introduction en bourse, oui, il est très compliqué. Premièrement, il faut Merci. un travail... Deuxième question. Ouais, non, mais c'est la vérité. Il y a vos belles planches là-bas en disant qu'il y a une école et tout, mais en réalité, c'est compliqué parce qu'il faut un alignement des planètes. Il faut que la bourse soit là, que les investisseurs soient là. Nous, on est arrivés, tout était prêt, il y a eu le Brexit. Donc c'est terminé. On s'est dit, Chacun sa crise à la table. voilà, après, il y a eu Trump. Et là, tout le monde nous a dit ah non, il y a Trump. Et en fait, ça a ouvert une fenêtre. On s'est engouffré, mais on est passé à 2 semaines près. Donc c'est compliqué. Il faut que tout s'aligne et il faut une bonne équipe. Il faut des bons banquiers. Alors, il faut leur taper dessus. Ils ne sont pas tous bons, mais ils vous font un bon banquier. Ça, ils doivent vous accompagner. C'est la cheville ouvrière de l'opération, effectivement. Voilà. Il faut absolument ça. Et après, il faut, en interne, il faut que vous soyez structuré, parce que les dirigeants ne sont plus... pour nous, on n'était plus au labo. Donc, il faut que vous ayez en dessous de vous des gens qui savent, qui peuvent tenir la maison. Et vous passez du temps sur la route à rencontrer votre histoire, et les investisseurs, ils ne vous croient pas la première fois, il faut aller les revoir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et au bout de 5e fois, quand vous leur dites toujours la même chose et que vous délivrez de vos résultats, ils vont vous faire confiance. Mais tout ça, il faut que tout ça s'aligne. Et puis, ça vous a pris combien de temps ? Ça, le processus, théoriquement, c'est 4-5 mois, et après, on attend la bonne fenêtre. Donc anticipation. Voilà. Oui, il faut anticiper. Il faut une bonne équipe. Bonne équipe et pas être le dos au mur. Toujours avoir des options et des alternatives. Un point qui me paraît important, c'est que c'est coûteux. C'est à peu près 9 à 10% de ce que vous allez lever quand même. Alors ça a une conséquence, ça vous le payez pas forcément initialement, mais il faut le dire. C'est compliqué, il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, vous avez des juristes, vous avez effectivement des gens de la communication, vous avez des banques, et vous travaillez avec une équipe, et quand c'est la première fois comme ça, vous dites, moi j'ai des gens qui sont autour de moi pour aider à l'entrée, et en fait vous vous apercevez que vous êtes la dinde sur la table de Noël. Et ça, il faut bien l'avoir, parce que les vrais clients sont les investisseurs de ces gens-là. Donc il faut bien le savoir, et le préciser, c'est le sens même des choses. Oui, il y a des gens sur lesquels vous allez vous appuyer qui ont des intérêts derrière. Il faut savoir le gérer et connaître le ROI de tout ça. Parce que c'est vous qui allez courir, et les 100 et quelques entretiens que vous allez devoir faire, c'est vous qui allez les faire. C'est vous qui allez vous vendre, même si vous êtes bien conseillé, bien entraîné, etc. Donc, ce n'est pas un détail, ça compte quand même. Et ensuite, c'est quoi les challenges d'un dirigeant de société innovante une fois qu'on est coté ? Alors, le challenge, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je crois qu'il faut effectivement savoir développer son entreprise et s'appuyer sur des gens qui sont meilleurs que vous dans des domaines où vous irez moins. Pour moi, c'est le côté un peu plus scientifique, et je pense que c'était pareil pour Frédéric. Il faut rentrer dans un nouveau métier. Il y a un aspect que j'aime bien, c'est vendre. Donc ça va très bien finalement de vendre sa société sur les marchés. C'est une bonne chose. Par contre, il faut apprendre à le faire. Et il y a des promesses qui peuvent vous tuer. Voilà. C'est aussi ça qu'il faut savoir gérer. C'est-à-dire, vous connaissez la réalité. Faire et vous faire ce qu'on a dit. Exactement, délivrer. Et je pense que ça, c'est assez essentiel. Et même quand vous délivrez, en fonction des événements internationaux, vous êtes... c'est vraiment le cas en ce moment. On prend des entreprises qui délivrent des résultats cliniques depuis quelques mois en biotech. Ça passe quasi inaperçu dans leur augmentation, dans l'augmentation de la valeur de l'entreprise. C'est assez frustrant quand même. Et c'est vrai que je pense que la solution à tout ça, c'est quand même
aller chercher un petit peu à l'étranger l'élargissement. Ma société, quand je la présente à des gens en Belgique, par exemple, le marché où il y a eu des succès sont des gens qui ont facile de trouver des comparateurs. Il y a une société comme Galapagos qui pèse 3,5 milliards, qui savent par où elle est passée, ils connaissent notre développement et ils se disent « Ok, on voit où vous allez, il n'y a pas de problème ». En France, le comparateur, c'est CEREP, c'est-à-dire c'est une entreprise qui était une pionnière dans les années 90, a fait 400 millions de francs à l'époque de valo, on ne sait pas pourquoi, et qui, à la fin, a été racheté moins cher que son chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc c'est pour vous dire que le référentiel, il a la vie dure, donc il faut savoir convaincre aussi à ce niveau-là. Donc beaucoup de temps surtout à éduquer, si je comprends bien. Jean-Philippe, vous en parliez, je crois, en introduction tout à l'heure. Quel autre impact finalement de la cotation sur la vie quotidienne du dirigeant? On évoquait la gouvernance, le temps passé sur la relation investisseur. Je ne sais pas sur quoi vous avez envie de revenir et qui est le plus prégnant pour vous aujourd'hui. Moi, j'ai envie de revenir sur ce que je viens d'entendre là. Eh bien, c'est très bien. Jusqu'à maintenant, on était assez d'accord sur tout. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, mais c'est la vie de l'entreprise. C'est que la bourse demande à délivrer. D'accord ? Donc, on fait un DDB, un document de base. Donc, effectivement, c'est 6 mois de travail, mais qui structure l'entreprise. C'est 6 mois énormes. Je crois qu'on a vécu des nuits, des week-ends pour construire ce DDB, ce document de base, et ça nous a servi quelque part. Donc, on a quelque part structuré l'entreprise. On est allé voir des investisseurs qui très souvent ont notre argent, si on fait la boucle, d'accord, hein, l'argent qu'on leur a confié, et qui, eux, vont prendre des risques avec vous. Donc, ils vont poser 50 millions sur la table, ils vont poser 20 millions. C'est un peu normal qu'en contrepartie, ils attendent des livres. Et je dis qu'il faut faire attention, parce que, oui, on peut être la dinde sur la table, mais on a choisi d'être la dinde sur la table. Moi, je n'ai jamais été la dinde sur la table. J'ai en face de moi des investisseurs, des gens qui ont de l'argent. Je leur présente mon entreprise. Ils trouvent que c'est une belle entreprise, ils investissent. Donc ils prennent leurs risques. Parce que si ça tombe, ils tombent avec, pour une partie. Donc voilà. Je ne suis pas complètement d'accord, parce que pour moi, c'est fondamental. C'est que y a aujourd'hui, je vais faire juste une parenthèse sur les startups. J'étais à Paris, au hub de BPI, sur les startups. Et aujourd'hui, on apprend plus les jeunes start-upers, on les forme à lever des fonds, et on oublie de les former à développer leur entreprise. Je fais une caricature, un petit raccourci, mais moi, il faut les deux. Il faut vraiment, start-up, je suis complètement pour. J'ai 30 investissements dans les start-up, donc je ne veux pas être contre, parce que je trouve ça génial, ça réveille la France, tiens, on a plein de jeunes dans la salle, c'est formidable. Par contre, il faut les deux. Il faut un projet d'entreprise, une ambition. Je fais ma start-up parce qu'elle correspond à un nouveau besoin, parce qu'elle est là, et je vais après chercher de l'argent pour nourrir cette ambition. Donc voilà, j'ai juste cette nuance, parce que je trouve qu'on a levé beaucoup d'argent. En face de nous, des gens qui ont dit on va mettre 5, on va mettre 10 millions. Donc voilà, ils ont pris leur risque. Donc on se doit délivrer. C'est pas de cadeau. C'est pas tout à fait la même chose que pour les investisseurs. Quand on s'aperçoit qu'effectivement la banque fait vivre ses investisseurs au travers de l'opération, c'est ça le coût de l'opération. Le reste, je suis entièrement d'accord. Bernard, j'imagine que vous avez une saillie pour nous. Vous voulez nous gratifier d'une réflexion sur la dinde? Non, pas sur la dinde, parce que je n'ai pas eu le sentiment d'être la dinde sur la table. Chacun a ses sentiments. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand nous sommes rentrés en bourse, on a eu une valorisation qui était 5 fois supérieure à la valorisation du meilleur private equity qu'on m'avait fait auparavant. Donc si ça m'a coûté un peu plus cher de rentrer en bourse que de faire un contrat avec un private equity, je me suis retrouvé largement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on est en bourse, c'est, depuis 22 ans on y est, c'est d'avoir le souci continu du minoritaire. Si vous inscrivez dans la durée, en ayant ce continu du minoritaire, en lui délivrant que des informations qui sont réelles, ou si vous n'avez pas d'informations réelles, vous dites rien. Vous dites, vous jouez le jeu avec moi, mais je ne fais rien. Et ce souci-là du minoritaire vous permet d'avoir une longue vie sur le marché boursier, de vous construire une crédibilité qui fait que quand vous avez envie de lever des fonds, eh bien, les gens sont là pour lever des fonds. Alors, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est aussi quand vous êtes des petites valorisations, et peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise dans la salle ici qui seront comme nous des petites valorisations, le problème pour pouvoir revenir à la tétine, comme l'on dit, c'est d'avoir de la liquidité.
Et la liquidité, c'est l'investissement à peu près une fois par mois à Paris, de rencontrer des investisseurs pour faire la promotion du titre, d'avoir une bonne agence de publicité et de relations qui fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un veut sortir, au lieu qu'il se mette sur le marché et qu'il vende par 350 bouts par jour, etc., et qu'il détériore le cours et qu'il s'énerve et qu'il ne reviendra plus jamais parce qu'il a mis 6 mois pour sortir, eh bien, vous lui avez trouvé la contrepartie. La contrepartie se fait en quelques secondes. Et puis, au fil des années, vous construisez une réputation où ceux qui rentrent trouvent la liquidité pour ressortir et vous traitez le minoritaire avec beaucoup de bienveillance. Avant de passer aux questions de la salle, je voudrais un conseil de chacun d'entre vous pour un dirigeant aujourd'hui qui souhaiterait rentrer en bourse, ou en tout cas qui se pose la question. Je pense que le chef d'entreprise qui va rentrer en bourse, il ne faut surtout pas qu'il s'investisse dans la difficulté administrative de son introduction en bourse. Il reste un patron, c'est-à-dire qu'il manage son entreprise. Effectivement, il monte sur les plateaux pour raconter son histoire et il fait appel à des techniciens, des gens de très grande qualité, à la fois chez les banques, chez les hommes de loi, chez les hommes du chiffre. Et il y en a ici dans cette salle pour structurer sa démarche. Lui, ce qu'il veut, c'est de dire « je veux être en bourse ». Je veux une levée de fonds de temps et je ne veux pas me diluer de plus que ça. Mais surtout pour les patrons qui sont dans la salle, ne vous prenez pas dans la tête de dire je vais comprendre comment tout ça marche. Il y a des gens qui savent faire. Le chef d'entreprise est là pour dire la trajectoire, je veux lever 20 millions, je veux lever 10 millions, je ne veux pas une dilution supérieure à ça. Et puis après, tout le monde bosse. Ouais, si j'avais un conseil à donner, moi j'ai eu une intro un peu spécifique parce qu'on était en pleine crise, hein, c'était de 2007-2008, donc la dernière intro avant sur Alternext, sans méchanceté, donc on se retrouve dans un corner quelque part où on ne peut pas donner la liquidité, donc il faut vraiment rencontrer une multitude d'investisseurs pour être sûr qu'à un moment donné, effectivement, on puisse faire gré à gré sans que ça bouscule trop le titre. Donc c'est un peu notre métier, on vend notre entreprise, mais je trouve que c'est pas mal. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est rencontrer, si vous avez ça en tête, avant de se dire d'aller plus loin, rencontrer 3 spécialistes de l'intro en bourse. Vous en rencontrez 3, vous leur racontez votre histoire et voyez comment ils reviennent, tout simplement. Déjà, vous allez déjà voir si votre histoire est bien organisée, bien présentée, hein, si elle est belle, si elle donne envie. Puis 2, vous allez voir que même moi, à un moment donné, j'ai hésité avant d'entrer. Mais par contre, j'avais capté tellement d'informations sur l'organisation d'Eurogerm. Les gens me disent, je ne comprends pas bien ce que tu fais là. Puis là, je ne comprends pas bien votre truc. Puis là, c'est pas très clair. Puis, quelque part, ça m'a déjà aidé à réorganiser l'entreprise. Et puis, est-ce que je peux rencontrer votre DG? Puis, est-ce que je peux rencontrer votre directeur financier? Puis là, tu t'aperçois que tu n'as peut-être pas les personnes en face capables de répondre à cette multitude de questions. Donc, ça challenge l'entreprise. Donc, mon simple conseil, si vous avez ça en tête, et là, c'est pas un point de non-retour, vous rencontrez 3 sociétés spécialisées en bourse. Je peux vous donner des noms. Il y en a des plutôt prudentes, il y en a des plutôt dynamiques, il y en a des plutôt hasardeuses, mais c'est vachement sympa à voir. Et regardez le retour qu'ils vous font, le feedback qu'ils vous font sur votre entreprise. Conseil, moi je vous dirais, si vous avez décidé d'y aller, faites-le parce que les avantages d'une introduction en bourse sont nettement supérieurs aux quelques inconvénients. Ça vous structure, vous recrutez des gens, ça vous donne une visibilité, etc. Par contre, par derrière, vous ne le ferez pas tout seul. Vous devez avoir une super équipe en interne et vous devez avoir une super équipe en externe. Après, l'introduction en bourse, quand j'ai fait l'intro, on m'a dit c'est un marathon. En réalité, ce n'est pas un marathon, c'est un triathlon. Donc, vous avez fait la première partie introduite en bourse, mais par derrière, vous avez encore, vous venez de faire la natation, vous avez le vélo et vous avez encore le marathon. C'est que le début, l'introduction en bourse, et vous devez continuer à faire. Mais c'est excitant, vous le faites avec des gens compétents et motivés, donc c'est plutôt une belle aventure. On ne peut que souscrire à tout ce qui a été dit. Moi, je rajouterais simplement que ça n'a de valeur que si, effectivement, le projet, au moment où vous en êtes, le nécessite. Et le nécessite vraiment et soit susceptible de bien montrer que l'accélération que vous allez créer, elle va se faire en termes de création de valeur derrière aussi. Alors c'est très spécifique pour le type d'entreprise qu'on représente, mais c'est aussi très vrai à mon avis à l'heure d'aujourd'hui pour toutes les autres entreprises. On ne lève pas d'argent, on ne rentre pas en bourse pour rentrer en bourse, on ne lève pas d'argent pour lever de l'argent. On lève pour faire quelque chose.
Donc dans cette démarche-là, il faut être bien sûr, parce qu'une fois que vous y êtes rentré, c'était dit en guise d'introduction tout à l'heure, il n'y a pas de machine il n'y a pas de marche arrière et on ne peut aller que de l'avant. Et donc par conséquent, quand on est rentré dans le marché, qu'on a commencé à raconter l'histoire, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Voilà. Donc il y a des moments précis où ça s'imposera. Et je pense que c'est en guise d'alternative, en guise de financement, c'est une très bonne voie, à mon avis, pour une entreprise. Pour tout ce qui a été dit, je crois. Écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on n'a pas été trop long. Merci à tous les quatre. Je vous propose de vous retrouver tout à l'heure et de laisser la place à Patrick Artus pour son intervention.